Également, il faut qu'on s'inscrive auprès de l'administration. Il faut avoir suivi ce qu'on appelle l'EPBI. Ça, c'est aussi un concept important. C'est l'éducation qu'avait un jeune homme entre ses 18 et ses 20 ans, qui était une éducation à la fois militaire et civique. Et finalement, il fallait être majeur et adhérer aux droits et devoirs du citoyen. Alors, c'est quoi les droits et les devoirs du citoyen? C'est principalement l'engagement politique. Comme nous le dit Thucydide, nous sommes en effet les seuls à penser qu'un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen pénible, mais pour un citoyen inutile. Alors, Thucydide, c'était bien sûr un Athénien, un historien légèrement plus tardif que la période dont on va parler aujourd'hui, mais son attitude par rapport à la politique et l'engagement politique est très représentative. La participation aux assemblées et surtout de donner son jugement au tribunal était une véritable obligation d'un citoyen. Il y avait aussi l'engagement religieux. Alors, les citoyens étaient responsables, entre autres, d'occuper les postes de prêtres pendant les fêtes religieuses. Il y avait aussi des avantages, il faut dire, et pas juste des devoirs à être citoyen. Entre autres, on pouvait percevoir un salaire selon son engagement politique. On pouvait aussi, c'est un privilège, participer activement au système politique et au système judiciaire. Et il y avait également des protections juridiques spécialement pour les citoyens. Par exemple, il y avait le droit de posséder la terre alors que les étrangers n'avaient pas le droit. Finalement, à la fois un droit et un devoir, certains diraient, du citoyen, c'est la défense de la cité qui se fait selon les moyens. Alors, dépendamment de sa classe sociale, on va être soit un fantassin léger à l'avant pour les plus pauvres ou au contraire, on va être un cavalier à l'arrière, un commandant pour les classes les plus aisées. En fait, ces classes-là sont même écrites dans la loi et on les divise selon la capacité calculée selon la production de chaque citoyen. Et en fait, seulement les 3 classes sociales les plus élevées avaient le droit, sur 4, avaient le droit de participer plus activement à la vie politique, entre autres en ayant le droit de participer aux magistratures, ce qui est assez important. Le reste de la population, il y avait bien sûr les femmes, mais principalement, il y avait des esclaves et les métèques. Alors, les esclaves, bien sûr, on a tous l'idée de cette personne objet. En fait, souvent, on se ramassait dans ce rôle-là à cause des dettes qu'on avait. Alors, si on était incapable de repayer ses dettes, on payait avec littéralement son travail. Ou encore, on était pris pendant la guerre et on était fait prisonnier et ensuite mis en esclavage. Il y avait aussi les métèques qui, eux, étaient les étrangers dans la ville d'Athènes. Vu qu'ils n'avaient pas le droit de posséder des terres, ils ne travaillaient pas, eux, à des travaux agricoles. Ils étaient plutôt des artisans et ils vont plus habiter le centre de la ville athénienne plutôt que les endroits plus ruraux. Ils devaient également payer une taxe qui s'appelait le métoïkion, donc spécial, un peu en symbole de leur statut éternel d'étranger. Ce qui a marqué le 5e siècle, c'est surtout 2 guerres qui vont avoir marqué la culture et surtout l'œuvre d'Aristophane. Alors, la première de ces guerres se fait c'est plusieurs guerres même, mais les guerres médiques, en fait, ça se passe au début du 5e siècle avant, donc entre 490 et 479, et ça se passe entre une coalition de Grecs qu'on voit ici en bleu sur la carte et l'Empire perse, donc l'Empire achéménide, qui étaient en fait les maîtres de beaucoup de villes de l'Asie. Alors oui, l'Asie, c'est l'ouest de la Turquie. Et en fait, les Grecs ont décidé, après une révolte de ces cités-là, d'aller sauver ces cités de l'emprise des Perses. C'est durant ces guerres-là qu'il y a eu la fameuse bataille des Thermopyles avec le suicide du roi Léonidas, qui nous a donné il y a quelques années à peine le film 300, qui malheureusement n'est pas des plus historiques, mais tout le monde connaît la fameuse bataille des Thermopyles.
On connaît aussi la bataille de Marathon à cause du nom de la fameuse course qui signifie la distance entre la bataille et la ville d'Athènes. Les guerres médiques, la fin des guerres médiques, ça a été le tremplin, si on veut, de l'hégémonie athénienne dans la mer Égée, donc la mer entre la Turquie et la Grèce. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à prendre le contrôle de ça ici, de tout ce qui se retrouve à être en jaune. Ça, c'est ce qu'on appelle la Ligue de Délos. Et ça va être un des acteurs principaux dans la guerre qui sert vraiment d'arrière-plan à toutes les pièces d'Aristophane. Donc, elle s'est passée entre 431 et 404 avant. C'est directement dans la période d'activité d'Aristophane, entre, comme je le disais, la Ligue de Délos, qui est menée par Athènes, qui est une puissance navale, et la Ligue du Péloponnèse, qui est menée par Sparte, qui, elle, va être davantage une puissance terrestre. C'est entre autres pendant ces années-là qu'on appelle l'ère de Périclès, que va vraiment se développer l'espèce d'art oratoire et la grandiloquence athénienne à partir, entre autres, de Périclès et qui va se continuer plus tard, comme on va le voir, dans le parti militariste et le parti populiste, qui sont en fait responsables d'avoir fait perdurer la guerre si longtemps. La vie de Périclès, malheureusement, se termine pendant une peste à Athènes qui a lieu pendant la guerre et en 430 avant, Périclès finit par mourir avec ses deux fils et c'est un peu là-dessus que s'ouvre la carrière d'Aristophane. Donc, on va y revenir quand on va parler de l'auteur dans quelques moments. Finalement, un autre aspect de la vie qui était très important dans la Grèce antique, c'est la vie religieuse. On connaît tous les dieux principaux de la mythologie grecque, mais laissez-moi juste faire un petit retour, entre autres sur Zeus. Donc, Zeus, c'est probablement le dieu le plus important. C'est le roi des dieux de l'Olympe, c'est le dieu du ciel et du tonnerre, et il est vraiment considéré comme un dieu suprême. Donc, à travers pas mal toute la Grèce, il va être assez important. On le retrouve pas nécessairement en tant que personnage dans le théâtre, mais on parle souvent de lui, un peu comme nous on dit « Oh mon Dieu », les Grecs vont dire « Par Zeus », Matondia en grec. Un autre personnage important, c'est Athéna, la fille de Zeus, la déesse de la stratégie militaire et de la sagesse. C'est bien sûr elle, la déesse protectrice d'Athènes, qu'on peut s'en douter avec le nom. Pour le sujet d'aujourd'hui, le troisième dieu pertinent, c'est Dionysos. C'est le dieu du vin et du théâtre. On n'en parle pas nécessairement dans le théâtre, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les Grecs, les représentations théâtrales étaient des rituels à l'honneur de Dionysos. On les faisait dans le cadre de fêtes religieuses. Alors, il y avait beaucoup de fêtes religieuses à cette époque-là, entre autres les Panathénées, qui sont un peu la fête nationale d'Athènes, si on veut. Et pendant ces fêtes-là, on avait des chants, des processions, on faisait des sacrifices d'animaux et on faisait aussi des libations et des offrandes. Les libations, c'est de verser du liquide par terre et on donnait aussi là, des offrandes d'objets de la vie quotidienne. Par rapport au théâtre, ce qui nous intéresse, ça va être les Dionysies et les Lénéennes. Alors, c'est deux festivals qui avaient lieu chaque année à Athènes, des festivals à l'honneur de Dionysos, et pendant lesquels on présentait des tétralogies de théâtre. Alors, les trois premières pièces de cette tétralogie-là étaient des tragédies, et la dernière était un drame satirique, donc une espèce de pièce un peu comique pour un peu faire redescendre la tension des trois tragédies d'affilée. Éventuellement, on a rajouté à ces festivals-là une division de comédie dans laquelle Aristophane a gagné plusieurs prix parce que c'était une compétition. Hein, c'est ce qu'il faut comprendre, c'était une compétition pour savoir qui écrivait les meilleures pièces à l'honneur de Dionysos. Alors, comme je l'ai dit, le théâtre tire ses origines de, si on veut, de processions religieuses. Alors, pendant les fêtes religieuses à Dionysos,
avant qu'on invente un peu le principe de théâtre, on faisait ce qui s'appelait du dithyrambe, qui est une espèce de chant parlé, une espèce de slam, si on veut, sur de la musique euh, pendant des processions religieuses, donc des défilés à travers les rues. Éventuellement, probablement sous l'influence de la poésie épique, donc les poèmes d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, un certain Thespis, dont le nom persiste dans le mot anglais Thespian, euh, aurait apparemment pris la peau du personnage et aurait commencé à entrer en dialogue avec le reste de la procession. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le premier acteur. Le théâtre était né. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'est passé à peu près un siècle avant la période de laquelle on parle. Donc, ça s'est probablement passé pendant le 6e siècle avant. Donc, au 5e siècle avant, à l'époque d'Aristophane, le théâtre est encore en train de se structurer au niveau de sa forme et au niveau de ses, si on veut, ses clichés, ses archétypes. À l'époque d'Aristophane, le théâtre, c'est financé par l'État. Donc, comme je l'ai dit, c'est pendant les festivals religieux qui vont être financés par le gouvernement athénien et par des riches particuliers. Et la forme que ça adopte est assez standard, même si le contenu ne va pas l'être. Alors, on va avoir en général 3 acteurs masculins qui vont jouer tous les personnages, y compris les femmes, et en fait, ils vont échanger de masques pour changer de personnage. Il va également avoir un chœur qui va être composé d'entre 15 et 25 personnes. Alors, il y a plus de gens dans la comédie et moins dans la tragédie. Et ça va représenter la vision de la collectivité. Il va également avoir un personnage spécial qui s'appelle le coryphée, qui agit comme lien entre le chœur et les acteurs. Comme je l'ai mentionné, les masques sont particulièrement importants parce que c'est eux qui vont représenter les personnages qui sont joués. Les masques, ça faisait longtemps qu'ils étaient utilisés dans les rites à Dionysos et on pense que le costume traditionnel, soit la cothurne, un genre de soulier à plateforme, et le masque viendraient des processions que je vous ai mentionnées. Pour la comédie, on ne portait pas des cothurnes, on portait des petits souliers en cuir avec des justes au corps rembourrés pour avoir l'air un peu obèse. Et bien souvent, les personnages masculins portaient un accessoire phallique sous leur tunique, parfois très peu caché, à la fois pour symboliser le personnage et pour ajouter une touche d'humour. Des auteurs majeurs, il nous en reste 3 de l'époque d'Aristophane et un peu plus tardif. Le premier, c'est Échille. Il a écrit 110 pièces et il nous en reste 7. Ça peut vous donner une idée du pourcentage des textes qui nous restent de cette époque-là. Lui, son théâtre se démarque parce qu'il y a peu de dialogue. On ne l'avait pas encore inventé parce qu'en fait, l'inventeur, si on veut, du dialogue dans le théâtre grec, c'est Sophocle, qui a écrit 123 pièces et dont il nous en reste 8. Euripide, qui est venu un peu plus tard, a également mis beaucoup de dialogue dans ses pièces. Lui, il a une forme décidément plus moderne. C'est probablement le moins connu des 3. Sophocle, c'est probablement le plus connu, avec Antigone notamment et Édipe Roi, qui sont quand même des classiques. Finalement, le dernier exemple est un peu plus tardif, il s'appelle Ménandre. La raison pour laquelle je l'ai inclus, c'est parce que l'œuvre de Ménandre s'inspire de celle d'Aristophane. C'est ce qu'on appelle la comédie nouvelle. Et en fait, la comédie nouvelle, c'est la base de beaucoup des archétypes de commedia dell'arte et même des archétypes qui ont inspiré Molière à travers le théâtre romain. Donc, ça a inspiré beaucoup des archétypes qui influencent encore aujourd'hui notre vision de la comédie. Finalement, on va parler rapidement de l'architecture d'un théâtre grec. Alors, les acteurs évoluent sur ce qui s'appelle le proskénion, qui est une toute petite scène en avant d'un gros bâtiment de scène qui s'appelle la skéné. En avant de ce bâtiment-là, il y a un gros rond qui s'appelle l'orchestra, dans lequel le chœur va faire des chorégraphies. Alors, il dansait, il tournait en rond, il chantait. Et finalement,
il va avoir ce qu'on appelle le théatrone, qui est les sièges. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que le mot théâtre en français ne vient pas du bâtiment lui-même, mais vient du nom pour les sièges. Alors, quand on va au théâtre, on s'assoit, il faut croire. Ici, il y a quelques exemples que j'ai eu la chance, en fait, moi-même, de voir en Grèce, comme on peut voir sur cette photo de moi, beaucoup trop content d'être devant le théâtre de Dionysos, mais on peut facilement voir qu'ils gardent toute la même structure générale avec l'orchestra en plein centre, la skène qui devait être en arrière ici, puis finalement le théatrone qui forme un hémicycle autour de l'orchestra. Entrons finalement dans le vif du sujet. Aristophane, malheureusement, on n'en sait vraiment pas beaucoup sur sa vie autre que, disons, sa date de naissance et sa date de mort, donc entre 446 et 386 avant. Il serait né dans l'Attique, dans le dème de Kidathénaïon, c'est pas l'examen, et il serait mort à Delphes. Il est né la génération après les guerres médiques. Alors, il est né dans une génération qui glorifiait le passé qui était pour eux historique. Alors, les vétérans des guerres médiques étaient vus comme étant plus valeureux que les hommes de l'époque d'Aristophane. Aristophane a bien sûr vécu à travers toute la guerre du Péloponnèse. Donc, la grande majorité de sa vie, là, si on regarde les années de la guerre versus les années de sa vie, une grande majorité de sa vie a été passée dans une ville dirigeants désintéressés et en fait, surtout avec une démocratie qui devenait de plus en plus corrompue de par les affres de la guerre. On va y revenir. Pendant sa vie, il a gagné plus de 12 victoires, mais ça, c'est juste celles qu'on sait pendant les concours. Le record, c'est Sophocle avec 19. Donc, il n'était pas loin. On n'en sait pas beaucoup sur les inspirations d'Aristophane, mais ce qu'on sait par contre, c'est que c'est probablement l'un des premiers à avoir intégré un aspect aussi politique. C'est qu'on connaît sa postérité. Alors, comme je le mentionnais, à travers le théâtre romain, comme les comédies de Plaute, entre autres, son influence nous parvient jusqu'à aujourd'hui à travers des auteurs comme Molière ou Rabelais, ou même dans les années 1960, Michel Tremblay qui a fait sa propre version de la pièce d'Aristophane, Lysistrata. De ses œuvres, il a écrit plus de 80 pièces, mais on en a seulement 11. Celles qu'on a conservées datent d'entre 425 et 388. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les deux dernières qui ont été écrites après la guerre du Péloponnèse changent complètement de style pour arrêter d'être une satire politique pour devenir plus une comédie de mœurs, comme un peu un vaudeville. Donc, c'est intéressant de voir que la guerre jouait un rôle si important sur les œuvres d'Aristophane. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'entrer en détail. Les plus connus, par contre, sont probablement Lysistrata, probablement celles qu'on va voir aujourd'hui, les guerres. Les thèmes habituels chez Aristophane, et quand je dis habituels, je veux dire dans toutes les pièces qui nous restent, il y en a 4, je dirais, qui ressortent très fortement. Le premier, c'est que c'est définitivement un théâtre d'actualité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne fait pas comme les tragédiens des références à des mythes antiques. En fait, c'est un humour, une parodie du contexte immédiat d'Aristophane. Donc, en fait, il va aller jusqu'à nommer de ses concitoyens. Il va parler de situations qui, à ce moment-là et qui arrivent, en fait, qui sont parfois même encore en train de se développer. Il va faire des pièces sur les événements qui sont en train de se au passé glorieux d'Athènes, donc comme je le mentionnais,
La gloire d'Athènes après les guerres médiques est souvent référencée. Ensuite, un autre de ces thèmes récurrents, c'est la guerre et la paix. Aristophane ne s'en cache pas. Il est antimilitariste, il est contre la guerre du Péloponnèse. Il voit ça comme une conséquence directe de l'intempérance de la classe dirigeante. Et en fait, plutôt, il va prôner la paix. Et à travers plusieurs de ses pièces, son message est clair. La prospérité va venir de la paix entre les Grecs. Pour faire passer son message, il va le faire passer à travers une satire politique, souvent sur le dos du clan populiste et surtout du chef du parti militariste qui s'appelle Cléon. Et alors, Cléon revient dans beaucoup de ses pièces, parodier, insulter, traiter d'esclaves. On y revient très bientôt. Il condamne fortement l'utilisation par le clan populiste, qu'il appelle même l'art de la flatterie. À travers sa satire, ce qu'il prône, c'est la droiture et le respect des valeurs de la cité dans son administration. Finalement, il va aussi faire une satire du système judiciaire et des tribunaux inefficaces, non seulement inefficaces, mais aussi injustes dans la nature de leur jugement. Les guêpes est probablement l'exemple le plus flagrant de ça. Il va et pas juste en politique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, si on remporte son procès, l'accusateur va percevoir une partie de l'amende versée par celui qui est condamné. Et alors se développe le métier des sycophantes, qui sont des individus qui lancent des accusations pas pour trouver la justice, mais bien seulement dans le but de s'enrichir avec l'amende versée par la personne qu'ils ont fait condamner. Alors, vous pouvez comprendre que les abus étaient assez fréquents. Tous ces thèmes, en fait, sont des parties intégrantes de l'humour aristophanien qui frappe, en fait, parce qu'il est à la fois très gros, très grossier et très délicat et dans les détails, en fait, au second degré. Au premier degré, il y a l'humour linguistique duquel Aristophane est très friand, mais duquel je ne vais pas vous parler aujourd'hui parce que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui parlent les Grecs anciens. Mais malgré tout, dans les noms, c'est facile à voir les blagues qu'Aristophane peut insérer. Entre autres, dans les guêpes, on va retrouver les deux personnages qui s'appellent Philocléon, c'est-à-dire celui qui aime Cléon, et Délicléon, donc celui qui méprise Cléon, donc le même Cléon qu'on parlait il n'y a pas longtemps. Dans une autre, on va avoir quelqu'un qui s'appelle Dicéopolis, la ville juste. Dans un autre, un personnage qui est une représentation de Cléon va essayer d'aller charmer un maître qui s'appelle Démos ou le peuple. Alors, une autre représentation des politiciens qui veulent charmer le peuple. Mais probablement ma blague préférée à travers tout Aristophane, je me permets de vous parler un peu de grec parce que ça me fait particulièrement rire. En fait, dans la première scène de la paix, Aristophane nous présente deux esclaves qui sont en train de faire des gâteaux d'excréments, en fait, pour un scarabée, pour un bousier. Et alors, ils disent, ah oui, donne des gâteaux d'excréments au scarabée. Et le mot pour scarabée en grec ancien, c'est kantaros. Et en fait, le jeu de mots, c'est que kantaros, c'était également le nom d'un des poètes rivaux d'Aristophane. Alors, non seulement il nous met en scène en disant, ah oui, il y a un scarabée, mais il traite aussi son rival, excusez-moi l'expression, mais de mange-marde. Ça fait partie de beaucoup de références au tabou qu'il y a dans l'œuvre d'Aristophane. Les normes sont plus légères dans la comédie que dans la tragédie et il peut se permettre de faire un humour scatologique ou même des insultes virulentes sur ses concitoyens où il va aller jusqu'à dire « Ah, telle personne est cocu, telle personne n'écrit pas bien de la poésie ».
Et ça, c'est très fréquent dans l'humour aristophanien. Quand il y a un nom qu'on ne connaît pas, c'est presque toujours quelqu'un qui est en train d'insulter. Et bien sûr, les costumes, comme je le mentionnais tantôt avec l'accessoire phallique, étaient un élément assez important de l'humour. À côté de cet humour qu'on pourrait dire grossier, il y a des parodies et des allusions à la vie, à la vie en Grèce au 5e siècle qui sont assez fines à relever et qui ajoutent une dimension de critique sociale à l'œuvre d'Aristophane. En premier lieu, il va critiquer les sophistes et les philosophes. Alors, pour lui, il n'y a pas de différence. Un sophiste, à l'époque, c'est quelqu'un qui va enseigner la rhétorique, donc littéralement des professeurs de diction. Et pour lui, Socrate, les philosophes, ne sont que des sophistes, que des maîtres de la rhétorique. Il va montrer Socrate comme un personnage de bouffon, qui ne sait pas ce qu'il dit et qui, littéralement, pelte des nuages. Et je dis ça parce que dans une des pièces, le personnage de Socrate informe le personnage principal que la connaissance vient des nuages. Alors, ça exprime bien ce qu'Aristophane pense des gens qui utilisent le raisonnement, disons, rhétorique pour régler des problèmes. Il va également se moquer des autres dramaturges, particulièrement Échille et Euripide, mais comme je le disais, il va également mentionner beaucoup de ses poètes rivaux contemporains, parfois en leur faisant des compliments, mais c'est assez rare. Surtout, en fait, ce qu'il va leur dire, c'est des choses comme « Une chance que j'écris mieux que Kinésias ». Kinésias, c'est une de ses têtes de turc. Aristophane n'aimait pas beaucoup sa poésie, et parfois, pour aucune raison, un personnage va dire « Ah, mais au moins, c'était meilleur que du Kinésias ». Donc, c'est vraiment purement dans le but d'insulter les gens. C'est fantastique. Il va aussi insulter, je dis insulter, critiquer, disons, les politiciens à travers cette parodie-là. Notamment, comme je le disais, Cléon, mais aussi tout le parti militariste et même la classe dirigeante en général, qui va montrer comme étant des gens désintéressés du pouvoir du peuple. À travers tout ça, il va bien sûr également se moquer des institutions politiques. Celle dont il se moque le plus, c'est probablement l'ailier, dont les jurés sont tous corrompus, dont aucun des jugements ne sont réellement justes et dont, en fait, les jugements sont même arrangés d'avance avec les membres des classes dirigeantes. Il va aussi critiquer la rhétorique à l'Assemblée. Alors, bien sûr, quand il y avait tous les citoyens ensemble, c'était les plus éloquents, c'était les meilleurs orateurs qui réussissaient souvent à faire entendre leurs points, ce qui déplaît foncièrement à Aristophane. Et il va également décrier les magistrats corrompus, dont un des plus grands torts est certainement le détournement de fonds publics, qui est un sujet qui revient à répétition et qu'Aristophane adore rappeler à son public. Alors, ce qu'il faut se rappeler, en fait, c'est que tout ça, ça se faisait dans un contexte public, dans des jeux de cité, dans des fêtes religieuses, devant des diplomates souvent. Alors, non seulement ça ajoutait une touche d'humour, n'est-ce pas, de briser le décorum à ce point devant les diplomates, mais aussi la force de la critique était d'autant plus forte. Finalement, c'est à travers la subversion ou le renversement de l'ordre habituel qu'Aristophane fait passer l'humour. Alors, il va retourner complètement les références culturelles, par exemple les costumes, les archétypes. Dans le début des Grenouilles, il y a un personnage qui arrive sur scène déguisé en Hercule, avec un déguisement, avec une peau de lion qui représentait Hercule et qui en fait est Dionysos, qui est un personnage qui est plutôt le contraire d'Hercule. Donc, il va également inverser le rôle des genres, notamment dans le serment parodique de Lysistrata. Alors, l'histoire de Lysistrata, c'est des femmes qui font la greffe du sexe pour que leur mari arrête de se battre et
les femmes en question font un serment pour justement se promettre de ne pas briser leur grève du sexe. Et les termes utilisés sont des termes qui auraient été utilisés par des diplomates masculins. Alors, de voir des femmes prendre la place des hommes dans un tel contexte, c'était de l'humour. On va aussi renverser les classes sociales, où en fait la pensée habituelle était que la cité roulait sur le dos des riches, n'est-ce pas, sur ceux qui finançaient la guerre. Aristophane lui dit non, c'est tout le contraire. En fait, ce sont les fermiers qui sont la réelle base économique et politique de notre société. Finalement, ça va même jusque dans la structure de sa pièce. Parce que dans une pièce grecque antique, il y avait souvent un genre de compétition oratoire, un genre de débat en plein milieu qui s'appelle l'agone. Ça veut dire compétition en grec. Et dans Aristophane, il y en a des agones, mais ces agones-là sont complètement inutiles et superflues. Et en fait, c'est complètement voulu. Non seulement ça renverse la structure habituelle d'une pièce, mais c'est aussi pour démontrer la complète futilité de ces débats-là et de ces joutes oratoires. La dernière technique qu'Aristophane emploie pour tourner au ridicule les personnes et les institutions politiques, c'est de placer des éléments loufoques dans le contexte sérieux qu'il tente de critiquer. On va le voir dans quelques instants avec le tribunal factice plutôt, dans les guêpes, qui va tourner complètement au ridicule, ce qui aurait pourtant été une procédure juridique normale à Athènes. Alors, malheureusement, il va falloir attendre quelques minutes pour savoir en quoi tout ça a un lien avec les guêpes, parce qu'on est rendu à la pause. Donc, je ne sais pas, Mme White, ça dure combien de temps, mais ensuite, on va revenir, puis on va compléter avec le résumé des guêpes et les liens qu'on peut faire avec notre société actuelle. Capable de dormir, il y a des paranoïas, il y a des pensées obsessionnelles et en fait, il va même jusqu'à négliger son hygiène pour une raison simple, il est accro au tribunal. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, lui, sa vie, c'est d'aller au tribunal et de donner des jugements toute la journée à l'ailier et à se faire payer le salaire des juges de l'ailier et à se faire donner des cadeaux par les membres de l'élite qui veulent l'influencer à leur donner des jugements favorables. Le fils d'Hélicléon essaye de sauver son père de cette horrible maladie en essayant de lui faire se rendre compte, en fait, que c'est pas une si bonne vie que ça que d'être juré. Alors, à ce moment-là, il y a un débat entre le père et le fils, un agone, comme je vous le mentionnais plus tôt, donc une joute oratoire, mais dont la fin est déterminée à l'avance. Le père ne va pas lâcher les procès. Il le dit à l'avance. Et là, Délicléon lui sort ses meilleurs arguments. Notamment, en fait, que les jurés, malgré leur salaire de quelques oboles, alors c'est pas beaucoup des oboles, là, on s'achète du pain, là, pas une propriété avec des oboles, pour un salaire de quelques oboles, ils vendent le principe même de la justice à des fonctionnaires, à des politiciens qui se font le triple de cet argent-là avec leur jugement. Le père dit que peu importe les arguments rationnels de son fils, il ne va pas les écouter, en gros. Alors le fils décide de transformer la maison en tribunal pour que son père puisse assouvir ses pulsions, si on veut, chez eux, plutôt que d'aller réellement ruiner l'institution politique athénienne. Alors là, le fils amène à son père la première affaire, qui est justement ce que je mentionnais plus tôt, une complète parodie absurde d'un véritable procès, et il amène deux chiens dans l'espèce de grande salle de tribunal à la maison,
pour les présenter à son père. Et un des chiens est en train de poursuivre l'autre chien parce qu'il a volé un fromage et qu'il ne l'a pas partagé après. Alors là, la distinction qu'il faut faire, c'est qu'il ne poursuit pas le chien parce qu'il a volé un fromage, mais bien parce que lui n'a pas eu sa propre portion du fromage volé. C'est important. Ensuite, pendant le procès, on amène différents témoins. Malheureusement, les témoins, ce sont plutôt des objets inanimés, dont un pilon et une robe à fromage. Bien sûr, vu que c'est des objets inanimés, c'est impossible qu'ils parlent, alors ça va être Délicléon, qui représente un peu l'avocat de la défense, qui va faire le témoignage des témoins à leur place. La dernière technique de Délicléon pour essayer d'attendrir le cœur de son père dans ce faux tribunal-là, c'est de lui amener des chiots pour justement essayer de jouer avec ses émotions. Il n'y a rien de tout ça qui fonctionne. Et finalement, c'est un cadeau de vêtements de juge, si je me souviens bien, qui finit en fait par lui faire accepter de rendre le jugement que lui demande Délicléon. L'histoire complète est un peu plus complexe, mais en gros, c'est ça. Philocléon finit par accepter le jugement de Délicléon, qui est d'acquitter le chien qui s'est fait accuser. Et là, il répond d'ailleurs de façon un peu ironique, c'est drôle, d'habitude, quand on me demande, c'est plus d'accuser que d'acquitter, n'est-ce pas? Et après le procès, le fils et son père vont à une fête. Philocléon à la fête s'enivre, voilà, prend un peu trop de vin, décide de repartir avec une petite flûtiste et cause sur le chemin de retour à sa maison bien des problèmes pour les habitants. Et à la fin, revirement de situation, en fait, c'est plutôt Philocléon qui va se faire poursuivre à cause de ses actions. Un peu l'arroseur arrosé, n'est-ce pas? Sans même que je vous dise quoi que ce soit, vous avez probablement compris le lien avec tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est clairement une critique des magistrats et des juges immoraux de façon très évidente. C'est une critique des jurés qui acceptent des pots de vin des membres, souvent de la classe dirigeante ou simplement de l'élite, pour leur rendre des jugements favorables. Mais à travers la pièce, c'est aussi une critique de l'appareil administratif en général des Athéniens. Entre autres, les magistrats qui sont responsables de détournement de fonds publics. De ceux-là, ils les appellent les flatteurs salariés, les blancs-becs enculés. Et il décrit la ville comme étant sous la pire des servitudes, c'est-à-dire trompée par ces magistrats-là qui, sous le couvert de la démocratie, en fait, s'enrichissent à même les fonds publics. À travers la pièce, il va mentionner plusieurs politiciens, dont Cléon, mais aussi Alcibiade, qui est probablement plus connu parce que pendant la guerre du Péloponnèse, il a changé de camp, donc il est allé chez les Spartiates, puis après ça, il est revenu chez les Athéniens, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'était un personnage qui était réputé, disons, peu, non seulement peu fiable, mais aussi un peu une espèce de vision de la luxure qui était poussée par ses propres pulsions, à la fois à changer de camp, mais aussi, comme dans la référence dans les guêpes, à ses pulsions sexuelles. Finalement, c'est aussi une satire du système judiciaire, donc avec le tribunal des chiens, qui montre à la fois l'accusé et l'accusateur comme étant des chiens. Et en fait, ces chiens-là sont décrits comme ayant les traits de deux politiciens bien connus. Donc, il y en a un, l'accusateur, qui est Cléon, Cléon lui-même, et l'accusé a les traits d'un certain Laquès, un politicien un peu plus modéré, qui, à l'époque, était sur le point de se faire amener en cours pour cause de corruption par Cléon. Donc, encore une fois, on voit l'aspect très d'actualité. Ça ne s'était même pas encore fait, cette histoire de tribunal-là. Les chiots qui viennent attendrir le cœur des jurés et les témoins inutiles témoignent aussi d'une réalité. Puisque les jurés
puisque les votes des jurés étaient déterminés à l'avance, au bout du compte, ces témoins-là, leur témoignage n'entrait pas en compte. Et souvent, même s'ils étaient pris en compte, ils étaient déjà arrangés auprès de leur avocat de la défense, si on veut, qui ici est joué par Déby Cléon. Tout ce que je viens de vous dire ici, il y a des liens très faciles à faire avec notre société actuelle. Alors, même si Aristophane vivait il y a presque 2500 ans, les critiques qu'il a faites de sa propre société sont les mêmes critiques qu'on pourrait faire sur la nôtre à certains égards. Quand on regarde la vision de la société athénienne par rapport à la justice telle qu'elle est décrite dans Aristophane, ce qu'on voit, c'est que Aristophane décrit l'emprise de la rhétorique sur le système judiciaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Aristophane voit une dichotomie claire entre la parole et la justice. Une parole peut être complètement injuste et pourtant gagner dans un débat. Parce que le débat oratoire ne représente pas du tout ce qui est la réelle justice. Dans une de ses pièces où justement il rit de Socrate, il y a un agone, une compétition entre le jugement juste et injuste, et c'est le jugement injuste qui gagne, malgré le fait qu'il est inhéremment faux. Sa seule force, son seul talent d'orateur fait que c'est le jugement injuste qui va gagner en cours. Ça entre également dans un courant de politisation de la justice, c'est-à-dire poser des jugements qui sont marqués par des idéologies ou des intérêts politiques plutôt que par un désir de ressortir la justice. Aristophane décrit l'influence d'hommes de pouvoir et en fait fait une critique d'une société qui n'a pas encore tout à fait réussi à diviser les pouvoirs exécutifs des pouvoirs judiciaires et législatifs. Comme je l'ai dit plus tôt, ce sont les citoyens qui décident des lois et ce sont ces citoyens qui jugent des lois également. Et le corps des citoyens, principalement dans un climat de guerre, est particulièrement facile à influencer, surtout pour les membres d'une classe dirigeante qui est infiniment plus aisée que les paysans, qui sont également des citoyens. On y trouve aussi une critique de la judiciarisation de la société, où, comme on peut le voir à certains égards aujourd'hui, le tribunal de l'Élié n'est pas utilisé pour régler des vraies affaires civiles ou criminelles, n'est pas utilisé pour sa vocation initiale, mais devient plutôt un moyen de résoudre les conflits au quotidien. Donc, on va poursuivre les gens pour un tout, pour un rien, ou même pour s'enrichir soi-même. Non seulement les gens complètement normaux font ça, mais pour la classe dirigeante, ça amène aussi un autre aspect. Le tribunal devient à ce moment-là un moyen de se débarrasser de ses rivaux idéologiques. Alors, à l'époque, il n'y a pas 1000 sentences, il n'y a pas de prison. C'est soit une amende, soit la mort, soit l'exil. Alors, habituellement, quand on envoie quelqu'un en cours pour quelque chose qui vaut plus qu'une amende, on connaît déjà la fin. C'est probablement l'exil pour les citoyens. Alors, à ce moment-là, pour les membres de l'élite dirigeante, d'avoir le juré dans le creux de sa main, tel qu'il est représenté dans les guerres, permet d'avoir un moyen presque constant de se débarrasser de qui ils veulent, en fait, à travers la cité. La façon qu'Aristophane nous représente la démocratie peut aussi facilement nous rappeler certains aspects de notre propre société occidentale. Donc, ce qu'Aristophane nous montre, c'est que ce que les Athéniens appellent la démocratie, c'est pas vraiment une démocratie. Un endroit où on est supposé offrir au peuple les pouvoirs politiques, les pouvoirs judiciaires qui lui sont dus et de façon égale, ce qu'on se rend compte, c'est plutôt que les classes dirigeantes forment une
oligarchie. Et c'est cette oligarchie-là qui détient le réel pouvoir politique à Athènes, et non pas les fermiers et les classes, disons, paysannes, qui sont la réelle base du travail et des richesses de l'Attique. Ce que ça amène, en fait, c'est un manque de confiance grandissant devant les institutions de la ville d'Athènes. Et Aristophane est un des représentants de ce manque de confiance-là. À travers la population, ce n'est pas simplement un manque de confiance, mais éventuellement un complet cynisme qui va prendre place. Et tout simplement, les citoyens vont accepter les explications du peuple, plutôt des dirigeants, à travers leur discours à l'Assemblée. En fait, la classe dirigeante va manipuler le peuple à l'aide de sa maîtrise de la rhétorique. Le peuple qui est dans une guerre qui semble durer de façon perpétuelle, du moins depuis plusieurs décennies, qui a connu une peste effroyable, qui est dans une instabilité politique constante, va nécessairement être plus facile à manipuler et n'aura pas l'esprit critique nécessaire pour jouer son propre rôle politique. En fait, Aristophane, lui, voit ces pièces comme un moyen de rendre la population éclairée. Entre autres, dans une de ses pièces, le cœur appelle ce que la comédie enseigne, ce qui est juste. Alors, la vraie justice ne se fait pas dans les tribunaux, elle se fait sur scène. Elle se fait dans l'éducation civique des citoyens avec la culture, avec le théâtre qu'Aristophane le représente. Dans les cavaliers, je l'ai mentionné plus tôt, Cléon est représenté comme un esclave qui veut charmer quelqu'un qui s'appelle Démos, le peuple. Les citoyens sont, et ça c'est une citation d'Aristophane, des bêtes domptées devant les politiciens. Mais lorsque le peuple commence à s'en détourner, alors c'est le politicien qui devient responsable, si on veut, de séduire le peuple. Et c'est là la force de la rhétorique. En fait, ce qu'Aristophane nous montre par rapport au pouvoir, c'est un peu, à travers des exemples inverses, ce qui doit motiver un bon leader. Ce sont des valeurs qui proviennent de l'éducation. Ce sont des décisions réfléchies et c'est de garder en tête le bien du peuple. Donc, ce que ça veut dire, c'est de ne pas prendre des décisions par rapport à ce que le peuple veut de façon parfois intempérante, surtout dans des situations d'instabilité causées par la guerre ou les épidémies. Dans ces moments-là, ce qui est important pour le leader, c'est de garder une tête froide et de ne pas aller vers le populisme et la démagogie qui ont mené en fait à l'allongement de la guerre du Péloponnèse pendant des décennies. En fait, la raison pour laquelle la guerre du Péloponnèse a duré si longtemps, c'est pas nécessairement seulement à cause du peuple intempérant, mais c'est aussi parce que, en quelque part, cet appareil-là de guerre était une motivation économique pour les classes supérieures. Bien sûr, pour les classes inférieures, comme je vous l'ai dit, qui étaient des fantassins à l'avant, c'est tout l'inverse. En fait, ça va décimer la population des classes inférieures, tandis que les classes supérieures vont continuer à s'enrichir et à concentrer le pouvoir politique. En fait, ce n'est pas une erreur, hein? C'est même le but, on pourrait dire, des politiques démagogues de Cléon et de sa bande de populistes. Et en fait, c'est que la politique est une carrière peu accessible. Donc, à la base, les gens qui vont accéder à des espaces de pouvoir vont nécessairement faire partie de cette classe oligarchique pour plusieurs raisons. Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est inscrit dans la loi que les classes les plus basses ne peuvent pas être des magistrats, mais aussi simplement parce que si on est fermier, on ne peut pas se permettre d'aller passer plusieurs journées, plusieurs semaines, voire plusieurs mois en ville, quitter sa terre pour aller faire de la politique. Donc, pour entrer en politique, il fallait non seulement avoir l'argent de ne pas avoir de carrière, parce que c'est considéré une carrière supplémentaire, la politique,
Et aussi, ça veut dire avoir assez d'argent pour se payer l'éducation nécessaire pour faire de la politique. Si aujourd'hui, la plupart des politiciens ont une éducation en droit, à l'époque, c'est un peu la même chose, mais avec une éducation qu'on va appeler sophistique. Alors, l'éducation, plutôt que d'être comme l'éphébie, une éducation civique et militaire, ça va être plutôt une éducation oratoire, où ce qu'on va apprendre, c'est pas comment penser ou comment sortir, comment trouver la vérité, mais bien comment convaincre et uniquement comment convaincre. Ces cours-là étaient très chers, en fait. Et donc, c'est une autre façon de démontrer que c'est vraiment pas tout le monde qui peut participer à la politique. Et en fait, ça, ce que ça fait, c'est que ça donne un véritable avantage à la classe dirigeante à garder le peuple comme des bêtes domptées, en fait. Parce que les bêtes domptées n'auront jamais les moyens d'aller contester l'ordre établi parce qu'ils se retrouvent à être finalement une oligarchie qui se maquille en démocratie. À travers ces exemples, à l'inverse, en fait, ce qu'Aristophane nous montre, c'est avant tout comment être un bon citoyen, pas juste comment être un bon leader. Un bon citoyen, en fait, il va être tempérant en général. Et ce qu'il va viser, c'est pas l'enrichissement personnel, mais c'est plutôt la justice et l'ordre dans un but communautaire et pas nécessairement individuel. Finalement, les leçons qu'on peut tirer d'Aristophane nous sont particulièrement utiles en tant que société qui vit actuellement une crise planétaire, n'est-ce pas? Restez calme devant l'adversité, malgré la guerre, malgré la place marginale que pouvaient occuper les femmes ou les esclaves dans la société. Ce qu'Aristophane nous rappelle, c'est qu'il ne faut pas rechercher le confort immédiat dans les belles paroles ou essayer de poser des actions qui n'ont pas été réfléchies simplement dans le but d'avoir une réponse immédiate.